Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur l'Entre-deux pour un nouveau numéro du Club LNB, encore à l'RVB Space, encore une fois, merci à eux de nous recevoir. Espace avec des bureaux partagés notamment. C'est ça, espace de travail avec bureaux partagés. Très cool, voilà, super ambiance, etc. et des super locaux. Merci à eux donc encore une fois de nous accueillir. Cyril Aubert, voilà, Cyril Aubert à si vous avez besoin. Voilà. N'hésitez pas. Vous savez maintenant. Exactement. Thibaut, comment ça va ? Eh ben écoute, ça va très très bien puisque on se retrouve enfin sur des émissions régulières et puis en direct surtout, enfin en direct, en physique, voilà, c'est ça. Exactement. Ce qui est plutôt sympathique pour changer un peu. Tout à fait. Et aujourd'hui, on parle, évidemment, donc dans le club LNB, on parle championnat de France. C'est, entre guillemets, un petit peu la dernière ligne droite, vu qu'au moment où on tourne, c'est pendant la trêve, on est pendant la trêve et pendant la Leaders Cup, donc il reste exactement 13 journées, c'est ça à peu près, oui, parce qu'on prend la journée 22, donc à peu près 13-14 journées, quoi, même 12 jours. Donc on a décidé de faire un point aux 2 tiers de la saison, pour savoir où en sont les équipes. Là, ça commence à être la course au play-off, la course au maintien, la course en tête. Il y a des tiers qui commencent à se dégager en fait. On arrive à discerner des tiers d'équipe. Tout à fait. Et pour ça, du coup, on vous a concocté, tu fais bien de parler de tiers d'équipe, 3 vrais tiers, 3 groupes d'équipes finalement. En fonction de ce que les équipes jouent. Donc on a tout d'abord la course au maintien avec 7 équipes qu'on a décidé de retenir et dont on va vous parler. Ensuite la course au play-off avec 5 équipes. Et enfin les grosses têtes, le top 6 avec donc les 6 meilleures équipes du championnat au classement au moment où l'on vous parle. Et on a décidé de tourner ça donc déjà pour faire un point global et parler d'à peu près toutes les équipes, et aussi dans chaque groupe on a décidé de nommer un intrus, c'est-à-dire une équipe où en début de saison on se serait dit que ce serait improbable de les retrouver à cet endroit-là, disons dans ce groupe-là, à ce moment-là de la saison en fait. Qui est l'intrus dans chaque groupe. Commençons, cher ami, par la course au maintien peut-être. Eh ben écoute, la course au maintien, donc on l'a dit, c'est les 7 équipes les moins bien classées. Tout à fait. Cette saison. Donc on commence avec Fos qui est lanterne rouge du championnat. Vous avez le visuel, hein. Oui, c'est Fos, ça. au moment où l'on parle, 18e avec 6 victoires, 15 défaites. Yes, Blois, 17e avec 7 victoires, 14 défaites. Paula Cortez et Lambert-Arnais 16e avec 8 victoires, 13 défaites. Même bilan pour le Portel 15e, Nancy 14e et Paris 13e. Et d'ailleurs, toujours le même bilan, 8 victoires, 13 défaites pour Nanterre qui se place en 12e position. Parlons de Fos, est-ce qu'on a grand chose à dire sur Fos ? Pas tant que ça, en fait. Le truc, c'est que c'est pas étonnant qu'ils se retrouvent à cette place. Enfin, moi, je trouve pas ça étonnant qu'ils se retrouvent à cette place. On sait que déjà l'année dernière, ça a été compliqué pour eux de se maintenir. C'est ça, disons que c'est une équipe qui, depuis qu'elle est en Betclic Elite, joue le maintien tous les ans. Oui, c'est ça, quand elle est en Betclic Elite, parce que... Petit budget. Il me semble qu'il y a eu déjà un aller-retour entre la Pro B et la Pro A. Il me semble aussi. Ouais, petit budget. Des signatures malines, mine de rien, en début de saison, avec notamment Dylan Afomama et d'autres. Ouais, et un bon coach, hein, Rémi Valin, qui est passé par Évreux, mais bon, des difficultés à très enchaîner bon coach les en Pro B et des difficultés à enchaîner les victoires. 4 victoires, hein, c'est ça Non, 6. 6 victoires, ouais, bon, j'ai un peu abusé. C'est un peu dans les mêmes tranches. Mais voilà, on n'est plus à 2 matchs près. Enfin, eux, ils sont clairement à 2 matchs. Alors justement, ils sont clairement à 2 matchs près. En tout cas, ils sont lanterne rouge pour l'instant. C'est ça. On va voir ce que ça donne. Ils ont quand même réussi à se maintenir l'année dernière. Ouais. C'était pas gagné. Mais alors, on en a parlé en début de saison. Je sais pas si tu te souviens, quand on parlait justement des équipes qui ont monté. On parlait de Blois et de promu, Nancy. Ouais. Je trouve que cette année, justement, la compétition est plus rude parce que comparé au Champagne Basket et à Orléans Loiret Basket, bien qu'Orléans soit un club sérieux, c'est pas la même chose que Blois et Nancy qui ont relevé drastiquement le niveau de la compétition. Des promus, c'est ça. En bas du classement, je suis totalement d'accord. Et contrairement, alors on veut pas se mettre à dos les fans d'Orléans et du Champagne Basket, mais contrairement à ces 2 équipes-là, et encore Orléans c'est à moitié vrai, mais Nancy et Blois sont quand même des équipes et des clubs qui ont une culture. Oui. Et qui donc arrivent à se sortir de situations compliquées, arrivent à enchaîner les matchs, même quand il y a des séries de défaites. C'est toujours des équipes un peu poil à gratter, contrairement au Champagne Basket et à Orléans l'année dernière.
Bah c'est ça. En fait, Nancy a une vraie culture de l'élite parce qu'ils ont un club emblématique. Exactement, club légendaire du championnat de France. Et Blois, club vraiment installé en Pro B depuis des années, qui aurait dû monter déjà. On en a parlé avec Yanis. N'hésitez pas à aller voir l'interview. Elle sera peut-être pas sortie au moment où. Elle sera peut-être pas sortie au moment où vous regardez cette vidéo. Peut-être que si. Allez checker au cas où. On a noté la date. On a fait effectivement une interview avec Yanis Bourgeois. Exactement. Et c'est soit déjà sorti, soit ça sort bientôt. Restez branchés. Mais on a fait un long format sur Blois, enfin un long format. On a beaucoup parlé de Blois dans cette interview, donc. On va pas revenir trop dessus, mais en plus justement c'est ceux qui suivent Fausse en fait. Oui, tout à fait. Bah là du coup on a pas mal parlé de Nancy. À noter aussi la très belle signature de Mike Scott en fin de saison. Voilà. Oui, pour faire un bilan en dernière ligne droite, oui effectivement on en a déjà parlé. Il est trop fort. Enfin c'est. Du coup on a parlé pour l'instant de Fausse, de Blois, de Nancy. Il nous reste l'élan Béarnais, le Paris Basket et Nanterre. Parlons de Pau. On savait que en arrivant au début de la saison, on savait que ce serait une saison extrêmement compliquée pour Pau, surtout le gap par rapport à la saison dernière où c'était une équipe ultra compétitive qui a joué les playoffs, etc. avec une équipe avec plusieurs All-Stars, vraiment une équipe phénoménale dont les plus gros joueurs sont partis d'ailleurs dans des grosses écuries du championnat ou à l'étranger. Bibin c'est parti à Nanterre, enfin grosse écurie, Nanterre de base est une grosse écurie. Voilà. Non mais voilà. Rovat qui est parti à Dijon, Ndiaye qui était parti à Nanterre aussi avec Bibins. Oui. Et j'oublie qui, Brandon Jefferson qui est parti en Chine, je crois. Bref, on a déjà fait un grand format en début de saison sur Pau pour dire les complications administratives. En fin de saison. En fin de saison dernière. Ils sont sur la même lignée, c'est un club qui a drastiquement réduit son budget, mais qui se bat. 3 millions, je crois, de 2M. 3 millions. Ils ont réduit de plus que ça. Hein. Ah ouais. Ah oui. Enfin bref, ils ont vraiment coupé dans le lard au niveau du budget. Ils ont quand même réussi à construire une équipe avec, c'est David Stockton, hein, c'est ça, parce que je confonds toujours les deux fils. Michael Stockton, c'est pas David Stockton, pardon. Passé par Cholet, Champagne Basket. Voilà, tout à fait. Très bonne signature, etc. Ils ont quand même réussi à construire un effectif autour d'Onyangé, qui est quand même le leader de cet effectif. Clairement. Très clairement. Eux aussi ont beaucoup de mal à enchaîner les victoires, mais c'est une équipe pas du tout facile à prendre. Pau, ça se bat. Au Palais des Sports, c'est encore pire. C'est ça. Avec l'ambiance, etc. qu'on peut connaître dans le Béarn. En fait, Pau, je m'attendais pas à ce qu'ils soient autant en galère. Honnêtement. Alors, ils ont un effectif très réduit, ils n'ont pas beaucoup de rotation. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même des joueurs confirmés, qui ont montré des choses en championnat. Je suis pas étonné, enfin, c'est pas en mode, c'est un scandale, qu'est-ce qu'ils foutent là? Non. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils soient vraiment si bas. Tu vois, moi je m'attendais quand même à ce qu'ils. Après, c'est vrai qu'en début de saison, en plus, je l'avais mis dans mon équipe à suivre, c'est vrai. On s'attendait à ce qu'ils jouent le maintien tous les deux, ça, je crois qu'on. Mais dans le jeu, tu pensais que. Dans le jeu, je pensais que ça fonctionnerait beaucoup mieux. Un peu mieux, Ok. Voilà pour Pau. Il nous reste le Portel, qui est une équipe qui se bat. Par rapport à l'année dernière, je trouve que le Portel cette année, sur le dos de Nadir Ifi, clairement. Ah bah oui. Qui porte l'équipe. Ah oui, il a tout le Nord-Pas-de-Calais sur son dos. C'est ça. C'est ça. N'en déplaise au BCM. N'en déplaise au BCM, mais clairement qui porte l'équipe. Avec des bons joueurs autour, notamment Benoît Mangin, le fidèle. le fidèle du club. Mais justement, c'est peut-être aussi ça le problème justement du Portel, c'est une équipe qui arrive toujours entre guillemets, à se maintenir au dernier moment à peu près. Là, on voit bien que c'est trop autour de Nadir Ifi et qu'il n'est pas assez bien entouré, mais on peut pas leur reprocher au vu de leur budget et de. Attention à la Nadir Ifi dépendance qui peut partir, parce que là ça va, tout va bien, il est bon. Tout va bien, il est bon, mais t'es quand même dans les 4 pires équipes. Tout va bien pour le Portel. Oui. Tout va bien. Non, mais à l'échelle du Portel, tout va bien par rapport à la saison dernière, par rapport aux autres saisons. C'est vrai que je pense. Ils ont de l'avance en fait dans leur maintien par rapport aux autres saisons. C'est dans ce sens-là que je dis ça. C'est-à-dire que t'as raison, si on regarde les temps de passage entre guillemets, si on prend à peu près à la même journée l'année dernière, ils devaient être déjà dans les 2 derniers. Là, c'est pas le cas. Du coup, ils sont. En gros, ils sont 12e ex aequo parce qu'en fait, toutes les équipes entre 12 et 16 sont à égalité, on vous l'a dit.
Encore une très belle course au maintien qui se profile cette année. Bah ouais, un peu. L'année dernière, je sais pas si c'était aussi serré, je me souviens plus. C'était serré quand même, mais peut-être pas autant, c'est vrai. En fait, la Pro B m'avait tellement marqué, c'était tellement serré en Pro B que j'ai complètement zappé. C'était très serré aussi l'année dernière. Ah oui, non, mais c'était... En Pro A, enfin en Betclic. Voilà pour le Portel. À voir si Nadir tout seul, entre guillemets, parce que sans manquer de respect à tous les autres joueurs de l'effectif, mais à voir si Nadir, peu tout seul, va pouvoir maintenir le Portel sur ses épaules. Alors après, il y a eu l'absence de Emmanuel Nzekwezi aussi pendant un long moment. C'est vrai. Belge ou néerlandais? Néerlandais. International néerlandais. Exactement. Gros scoreur, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de pépins de blessures. Il y a ça. Ça me ferait... Alors après, forcément, il y aura deux équipes qui vont descendre. Ça me ferait chier, entre guillemets, que le Portel descende parce que j'ai peur que s'ils ne se maintiennent pas, Nadir Ifi se barre. Mais Nadir Ifi ne jouera pas en Pro B. Voilà, non mais c'est... Voilà. Peu importe l'amour qu'il porte au Portel... Puis même, il y a de trop grosses équipes qui vont lui faire de l'œil et voilà. Mais il va jouer l'Eurocup l'année prochaine, Nadir Ifi. Calmons-nous. Il va jouer peut-être pas l'année prochaine. Ou alors il va jouer à Limoges. Il a le profil pour jouer. Tu vois, tu remplaces Bryce Jones par Nadir Ifi. Qui est-il qui t'a dit que Bryce Jones allait partir déjà Tu mets les deux moi. côté. Tu fais un peu doucement la défense. J'ai mes sources. Bon, voilà pour le Portel. Je pense qu'on a fait le tour. Dites-nous en commentaire si vous avez d'autres choses à rajouter. L'intrus, qui est-il ? Mais on n'a pas fini, monsieur. Finissons avec les deux équipes franciliennes du haut de ce groupe. Nanterre 12e et Paris 13e. Paris, on en a parlé juste avant. Paris, je sais pas si ça sort. Enfin, je sais pas quand l'émission sur Paris est sortie. Normalement, l'émission sur Paris, l'Euroclub sur Paris est sortie. Après, on parle vraiment que d'Euroclub, enfin que d'Eurocoupe. Dédicace Laurent Sierra. On parle que d'Eurocoupe dans cette émission, mais on parle aussi du fait de Paris à deux visages. Exactement. Aussi bien avec des visages différents en championnat et en Eurocup. La vengeance à deux visages. Je trouve aussi que quand même, pour rester sur le championnat, du coup, Paris est un peu plus rassurant que l'année dernière. Ouais, parce que... Dans le jeu. En fait, le début de saison était vraiment pas confortant parce que nouveau coach, puis problème d'absence du coach. Ouais. Qui était vraiment pas rassurant. Puis même beaucoup de nouvelles recrues, il y a eu Guéguic, il y a eu exactement. Wallace, il y a eu beaucoup de nouvelles recrues. C'est ça, donc on avait l'impression que Paris c'était encore moins bien que l'année dernière. Bon en fait, mais à culpa on s'est bien trompé. Ouais. Et ils ont trouvé une identité par rapport à l'année dernière. C'est ça, là ils ont une vraie identité de jeu, c'est pas juste une addition d'individualité. C'est ça. Bien que individuellement les joueurs de Paris soient très très forts. Ils sont plus rassurants que l'année dernière, je suis d'accord, et pareil ils ont de l'avance aussi sur leur maintien comme le Portel par rapport à la saison dernière. Je me fais pas de soucis moi perso pour Paris. Non, voilà, c'est ça, c'est beaucoup plus rassurant. Ils ont trouvé une identité de jeu, donc on progresse côté Paris. Ce sont des gros joueurs je pense à Jérémy Evans qui a bourlingué, qui a de l'expérience. Donc qui a une putain d'addition, c'est clair. S'il y a des matchs à enjeu en fin de saison pour le maintien, il saura quoi faire, il saura prendre ses responsabilités. Des bons joueurs d'expérience qu'il fallait au Paris Basket. Sortir la brouette. Tout à fait. Voilà. Et pas pour jardiner. Et puis, du coup, voilà, on est j'ai l'impression dans une spirale positive côté Paris Basket. On les a suffisamment, pas taillés, mais on a suffisamment parlé en mal, des fois à juste titre, des fois non, du Paris Basket sur cette chaîne. Faut aussi dire quand c'est mieux, là c'est mieux. Ouais, donc on le dit. Sûr. Et on pense, nous deux, on est d'accord que le Paris Basket va se maintenir cette saison. On verra. Pour moi, il n'y a pas de sujet. Mathématiquement, tout est possible, mais on verra. Tout est possible dans les stats, mais pour moi, il n'y a pas de sujet sur le maintien de Paris. Voilà. S'il y en a un, attention. Il sortira et là on va dire les termes. Et là, l'équipe on va pas très loin, on va dans le 92 rendre visite à nos amis de la JSF Nanterre. Et oui. 12e, l'intrus. Bah ouais, l'intrus, parce que... Qui aurait cru Interview de Stephen Brun du mois de septembre. Dispo sur la chaîne. On lui parle du recrutement de Nanterre. Tout à fait. Et des ambitions de la JSF. Oui, bien sûr, mais le club qui est très ambitieux malgré un budget qui est pas forcément très très élevé par rapport à ce qu'on a dans le championnat. Les cadors, ouais, c'est ça. C'est ça, et qui est plutôt jeune dans ses années dans l'élite. Enfin, ça fait une dizaine d'années. Une petite dizaine d'années. On est en quoi 2000. Ouais, oui, une petite quinzaine d'années. Enfin bref, c'est encore assez récent. C'est pas, enfin, ils ont une vraie culture.
Et là, les recrutements étaient vraiment cool parce que c'est ce que disait Steve Brun, c'est Pascal Donadieu était faire son marché dans les clubs en difficulté. Donc Miralem Halilovic, Amadi Ndiaye, Justin Bibi, Kisornbi. Donc on le disait, Pau qui était en difficulté, Nanterre a fait son marché. C'est ça. Boulogne-le-Valois où en fin de saison dernière, on comprenait rien, c'était n'importe quoi. Je pense que même les joueurs savaient pas ce qui allait se passer. Hop là, Kisornbi, hop là, Miralem Halilovic. C'est ça. Donc Ryan Brown aussi, qui est blessé, est encore blessé. Je crois qu'il est encore blessé, ouais. Et justement, en parlant de blessures, c'est aussi ça le problème de Nanterre, c'est décimé par les blessures. En fait, c'est ça, ils ont rien à foutre là de base quand tu regardes le papier et même le début de saison qui était très encourageant. Si on nous avait dit Nanterre, aux 2 tiers de la saison, serait 12e. Et en entre les relégables et le ventre mou. Ils sont au même bilan que. C'est fou. Ils sont au même bilan que Paris, Nancy, Le Portel, Pau. Et c'est ça en fait quand en fait c'est vraiment les blessures à 100% qui les ont qui ont cassé leur saison. Il n'y a pas que ça pour moi. Mais vas-y, je te laisse finir sur les blessures. Pour moi, c'est lié à 80% à ça, parce que quand tu regardes les confrontations avec Monaco, avec Lasvel, avec tout ça, ils ont toujours été dans les matchs. Benjamin Sène, qui fait la saison de sa vie pour l'instant. Exceptionnel, première sélection en équipe de France. Les workouts à la houppe sont payés. Hein. Ouais. Et alors pour moi, tu le disais, c'est lié aux blessures, mais pour moi en fait, et c'est intéressant parce que si on veut un peu dézoomer et traiter un sujet plus large sur le championnat, je pense, pour être compétitif dans notre championnat, c'est d'avoir un bon équilibre entre du talent et de la rotation. Et en fait, j'ai l'impression que Nanterre a beaucoup sacrifié sa rotation, sa profondeur d'effectif pour du talent. Et du coup, en fait, t'as très peu de postes doublés. Sur le bas court, ils sont que 3. T'as Sen, Hansby, Bibins. Ouais. Donc dès qu'il y en a un qui est blessé, ça foire ta rotation. Sur les ailes, t'as pas grand monde non plus. Donc dès qu'il y a un blessé, Ryan Brown, on l'a vu, ça foire tes rotations. À l'intérieur, t'as qui à part Ndiaye et Halilovic? T'as des joueurs, mais je veux dire, dès qu'il y en a un des deux qui est blessé, ça foire ta rotation. Donc pour moi, c'est vraiment ça en fait. Pascal Donadieu a été obligé de pianoter pas toute la saison, mais ça fait 3 mois qu'il pianote. Et voilà, il n'y peut rien, mais c'est comme ça. Donc Nanterre est clairement un truc. Il s'en sort très bien en pianotant, parce que. Oui, en même temps, ça, Pascal Donadieu qui pianote, c'est meilleur que c'est meilleur que 6 autres équipes du championnat. Voilà. Donc voilà. Donc Nanterre est clairement l'intrus. Faut pas qu'il se blesse lui. Hein. Nanterre est clairement l'intrus. C'était une équipe qui, on le disait, en début de saison, on le disait, avait un recrutement en gros pour jouer une Coupe d'Europe. Ouais, oui. Mais qui au final ne jouait qu'un match par semaine en championnat. Et qui là se retrouve 12e aux 2 tiers de la saison, c'est assez compliqué quoi. C'est clairement l'intrus de la course au maintien, c'est Nanterre. Nanterre, avec l'effectif qu'ils ont cette année, le coach qui est en place, etc., n'ont rien à foutre dans la course au maintien. De base. C'est les blessures qui rendent ça possible, mais je veux dire, à part ça, c'est pas normal quoi. Non. Non, je suis d'accord. À suivre. Après, si on parle de course au maintien, est-ce qu'ils vont, ils sont tout en haut, si tu veux. Oui. Est-ce qu'ils sont, ils sont tout en haut. Vont vraiment jouer le maintien. Ils sont tout en. Oui, mec, ils sont tout en haut. À la différence, au point avérage, parce que sinon, ils sont à égalité avec le 16e. Hein. C'est au point avérage, parce que sinon, en nombre de victoires, ils sont à une défaite de la relégation, des 2 places de relégués, quoi. Ouais, mais ça a son importance, du coup. Bien sûr. Quand même. Voilà pour la course au maintien. On va passer par la course à la course au play-off, pardon. Ventre mou, oui et non, parce que pour moi, toutes les équipes jouent la course au play-off, donc on en a 5. Donc on monte du bas vers le haut. 11e, on a Strasbourg, la SIG Strasbourg avec 10 victoires, 11 défaites. Le BCM Gravelines, 10e avec 10 victoires, 11 défaites. Le CSP Limoges, 9e, 10 victoires, 11 défaites. Rouen, le même bilan, 8e. Et enfin, Lasvel, 7e, avec un match de retard qui est à 11 victoires, 9 défaites. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Strasbourg? Alors, Strasbourg aurait pu être un intrus, honnêtement. Alors oui, je vois ce que tu veux dire, mais non. S'il n'y avait pas eu... S'il n'y avait pas eu ce début de saison cata. Parce que pour moi, c'est le début de saison... Là, c'est limite... Ils sont limite en train de nous faire un Cholet l'année dernière. C'est-à-dire début de saison catastrophique, et en fait on remonte, on est dans la course au play-off. Il reste un tiers de la saison, on est à la course au play-off, tu vois. Donc, c'est ça.
Après, je m'attendais quand même à. Enfin, c'est vrai que le début de saison a été vraiment cataclysmique pour Strasbourg. Compliqué, hein. J'ai cru qu'ils allaient pas s'en remettre, honnêtement. Bah ouais. Et ils ont appuyé sur les bons boutons au bon moment. Oui. Changement de coach. Paul Lacombe de retour. Voilà. Bonjour Lucas Banqui. C'est ça. Polo Lacombe. Rebonjour Polo Lacombe. Ouais. Par contre, il y a eu un truc un peu dommage, c'est la blessure de Matt Mitchell, qui était sur la forme de sa vie. Qui était en mode MVP. Hein. Il n'y avait pas les résultats collectifs, mais individuellement, il avait un niveau d'MVP. Hein. Oui, Mitchell, je pense qu'on ne prend pas de risque en disant ça. Non. Pour moi, ça aurait pas été l'intrus, même s'ils avaient fait un bon début de saison. C'est-à-dire qu'en fait, 11e, t'es milieu de tableau. C'est ce qu'on aurait pensé de Strasbourg plus ou moins. Peut-être un peu plus haut, peut-être plutôt 9, 8, tu vois. Mais dans ces eaux-là, quoi. Mais du coup, ils sont très bas quand même. Oui, mais du coup, c'est un vrai plus par rapport à leur début de saison. Ah oui, leur début de saison a tellement été cata que les retrouver 11e aux 2 tiers de la saison, et les mecs ont remonté à donf. Oui, c'est ça. Après, moi, c'est parce que personnellement, comme pour Pau, j'en attendais un peu plus de Strasbourg, donc je suis un peu déçu d'où ils sont aujourd'hui, mais c'est vrai que par rapport au début de saison, en fait, il y a deux visages, il y a deux formes d'analyse pour Strasbourg. T'as la première où tu te dis c'est décevant, et t'as la deuxième où tu te dis début de saison de merde, et effectivement c'est très bien qu'ils se retrouvent à cette place. Au playoff, quoi. Ouais. Sachant qu'on l'a dit, il reste une dizaine de matchs. Ils peuvent encore remonter. Donc, ils sont sur une bonne dynamique, ils jouent très bien au Rhenus, à l'extérieur des fois c'est compliqué mais ils s'en sortent la plupart du temps. Donc vraiment depuis qu'il y a eu le changement de coach et ce renouveau là il y a à peu près 2 mois, ils sont sur une super dynamique. BCM Gravelines, 10e, 10-11 comme d'habitude. Ils vont vraiment pas nous aimer. Hein. Bah oui, mais bon, on va pas s'inventer des vies en disant c'est génial, super projet, super joueur, super effectif. Non. Ils sont à leur place, selon moi. Oui, à notre place. Et ils ont belle ref, Laurent Sierra. Et ils ont aussi gagné l'Opalico, ce qui en soi est... En fait, Gravelines, t'es 10e, t'as gagné l'Opalico, ta saison est quasiment gagnée. C'est ça. Et en plus, tu vas essayer l'aller, parce qu'il y a le retour en fin de saison en plus. À l'extérieur. Donc c'est bien d'avoir pris l'aller. C'est ça. C'est bien d'avoir pris l'aller. Surtout au Sportica. Ah oui, non, ils ont gagné à Sportica, ils ont pris le à domicile. Ouais, c'est ça. Et je voulais dire. Laurent Leniam. Laurent Leniam qui métamorphose d'effectif. J'en parlais, il était dans mes joueurs à suivre de début de saison, Mathieu Gauzin, qui je trouve très bien utilisé, justement, dans ce système. Pas dans du scoring à outrance. Pas forcé. Là où on a voulu le mettre là-dedans, au Mans, j'ai eu l'impression qu'on voulait le forcer sur... Au Mans, il avait plus des problèmes de blessures. Oui, mais j'ai vraiment eu l'impression avec Mathieu Gauzin qu'on nous l'a survendu comme un meneur-scoreur. Ouais. En fait, c'est un arrière polyvalent. Ouais, c'est ça. C'est plus ça. C'est clairement ça. Et du coup, il est super bien utilisé au sein de l'effectif du BCM. Voilà. Que dire de plus sur le BCM à part que la personne qui s'occupe de l'identité graphique mérite un Oscar. Bravo. Voilà. Vraiment, c'est de la pure dinguerie. Voilà. Par contre, c'est relou. On n'arrive pas à trouver. Je dis ça parce que vous avez le visuel en plein pot. On n'arrive pas à trouver leur logo dans des bonnes. Dans des bons... Là, il est bien sur le visuel, mais j'ai galéré à trouver un logo avec une bonne résolution. Bref, le message est envoyé. Hervé fait quelque chose. BDLM, s'il te plaît. Hervé fait un truc. CSP Limoges, 9e, à leur place. Massimo, il y aura une statue à Beaublanc dans 2 ans si ça continue comme ça. Beaublanc il sera réutilisé comme un opéra D'ailleurs, italien. Ce sera le stade Beaublanc Massimo Cancellieri. Oui, je pense, le parquet, comme pour Pierre Seillant. C'est ça. Il y a Fred Fortet avant, en tout cas. Oui, bon. En tout cas, Limoges qui est, eux aussi on en a parlé, c'était un peu cata le début de saison. Oui. Ils sont bien repris. La blessure de Bryce Jones, il y est vraiment pas pour rien parce que. Ouais, on avait fait plein d'émissions sur le CSP en début de saison. Non mais c'est bien, on fait une petite rétro là. Moi ça cool. J'aime bien, on fait le point. C'est cool. En tout cas, c'était une des hypothèses qu'on avait émises quand le CSP Limoges était en galère. Ouais. C'est que l'absence de Bryce Jones pouvait changer beaucoup de choses, et c'est le cas parce que quand il arrivait, en fait, comme tout le monde a repris son poste et son rôle, on parlait de Nicolas Lang qui était utilisé comme un scoreur, maintenant c'est vraiment. Il est à son rôle, c'est-à-dire scoreur, mais shoot, voilà. Ouais. Catch and shoot, Nicolas. Prends des staggers. C'est très bien. Voilà. Et donc très très pareil. Et puis Beaublanc qui revit, quoi. Beaublanc qui revit,
C'est les maillots. C'est un des seuls coachs qui va peut-être en tout cas depuis un moment, qui va enchaîner 2 mandats complets à Limoges. À l'Aublon depuis très longtemps. Ouais, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre sur Limoges ? Pour moi, ils sont à leur place. C'est la place auquel on les attendait, tu vois. À l'intérieur, border intérieur du top 10. Vraiment, eux, c'est la définition. C'est pas vraiment le ventre mou, ils sont 9e, donc entre les playoffs et le top 10. Et pas ridicule en BCL. Et pas ridicule en BCL, ils sont très bien repris, t'as raison. Grâce à Bryce Jones notamment. Ouais, parce que sinon c'était foire à la saucisse, mon pote. C'était, comment il s'appelait ? Construisons, Wes Clark. Construisons des maisons au Kenya, les enfants. Dédicace à Wes Clark. C'est faux. Non. Je pense qu'il est dans le cœur de tous les fans de Beaublanc. De Pau peut-être, mais. Passons à Roanne. Et Roanne, j'arrive pas à caler la blague, là j'ai pas le contexte. On la sortira plus tard quand on parlera des gros budgets. On essaiera. À sa place. Hein. Mais... Offensivement, de plus en plus intéressant, là où on s'était fait engueuler parce qu'on disait que c'était chiant une période. Bon, on voulait dire que c'était pas les affiches les plus excitantes de notre championnat. Voilà, calmez-vous. Non, mais ça joue bien, coach Choulet. Oui, non, mais on n'a pas dit que c'était pas bien. Voilà, tout à fait. Nuançons. Voilà, exactement. La nuance, c'est important. En tout cas, assez cool à regarder offensivement. Des résultats moyens, c'est-à-dire comme toutes les équipes qu'on cite à peu près dans ce tiers-là. Ouais, c'est différent parce que ils sont plus dans le. En gros, c'est marrant parce que dans ce groupe, il y a différents groupes. J'ai l'impression que t'as SIG et CSP qui ont commencé pas ouf, voire Kata et qui remontent bien. BCM et Coral qui sont linéaires. C'est vraiment, c'est une défaite, une victoire, 2 défaites, 2 victoires. Ouais, mais tu vois, Roanne, et encore une fois, je vais faire écho aux émissions de début de saison sur les équipes à suivre. Roanne, pour moi, pouvait accrocher les playoffs et pouvait prétendre à une place en playoffs, là où beaucoup en doutaient. Ouais. Et ils sont en train de confirmer ça, et ils sont quoi ? Ils sont 8e là ? Ouais, ils sont 8e, 10, 11, ils ont le même bilan. Ils n'ont pas joué la Leaders Cup parce qu'au moment du bouclage du classement, ils étaient Limoges pas était devant, sorti au premier tour, bref. Comme Monaco. Donc Roanne. Le mec n'assume pas. Non, moi il y a un truc qui me fait kiffer, c'est qu'ils ont des coups d'éclat. Tu vois, typiquement. Mais en fait, ils ont des joueurs kiffants. Maxime Ross sur Wembanyama. Yanis Morin, mais l'autre il est tellement juteux. Mais même Yanis Morin, c'est une signature, tu vois, c'est bien joué, tu vois. C'est Ronald March. Ouais. Non, ils ont un effectif très kiffant. Ils sont à leur place, mais qu'est-ce qui pourrait leur manquer pour vraiment monter, changer de groupe, tu vois, je saurais pas vraiment dire en fait. En fait, c'est une équipe qui marche bien. Sans marcher du feu de Dieu. Un budget égal au salaire de Monaco. Ah, ça y est, il l'a faite. On va se faire engueuler encore. Putain, je pensais que t'allais en parler quand on parlait de Monaco. Mais non. Il a fait la vanne. Bah oui, le sniper. Le salaire de Mike James, le budget de Rouen. Oui, le salaire de Mike James. Bref, en tout cas, équipe assez cool à voir jouer. Équipe qui fait des résultats et qui est très bien construite, je trouve. Mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu à leur plafond. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je les vois pas aller. Enfin, là, ils peuvent gratter une place en play-off, mais je les vois pas, même en saison régulière, aller s'installer dans le top 6, 5. Ouais, ça serait très compliqué. Enfin, très compliqué, en fait, on les voit pas. Tu sais de quoi tu manques ? Peut-être un peu de talent. Bien que Moses Moody et Ronald March, c'est très sérieux en termes de talent. Maxime Ross aussi, mais peut-être de rotation aussi. Ouais, il manque de profondeur. Kyle Foster aussi, je crois. Je sais plus si c'est Kyle Foster, un ailier là qui sort de la fac exceptionnel, numéro 14, il me semble. Mais profondeur de banc, moi je pense. Ouais, c'est possible. Pour finir, et c'est l'intrus de ce groupe bien évidemment, l'AS, non pas l'AS. L'AS Villeurbanne. Non, mais je voulais dire l'AS Lyon-Villeurbanne, mais c'est pas du tout ça. L'ASVEL, donc Lyon-Villeurbanne. C'est quoi l'acronyme du coup ? C'est Association Sportive de l'Éveil Lyonnais Villeurbanne. Je suis bon, hein ? Bien, ouais. Si vous avez besoin d'analyser des cycles, je suis là. Du coup... oh, le mec. Du coup... Ouais, l'ASVEL. Qu'est-ce que l'ASVEL fout là, quoi ? Enfin, à un moment donné. De quoi on parle ? C'est quoi ce bazar ? Alors, on en a parlé
En long et en large, on a fait au moins 3 vidéos cette saison sur eux, donc on va pas redire les choses qu'on a déjà dites. 4 avec celle de Nando. Oui, c'est vrai oui, c'est vrai. Ça va quand même beaucoup mieux depuis 2 mois. Merci Dibost. Merci ouais. Vraiment signature. Je vais faire une vanne pour pourquoi il n'est pas là depuis le début de saison. Pour monsieur Julien Redon, depuis que Dibost est là, Lasvel a enfin un coach. Oh, elle est dure. C'est pas moi, c'est Julien. Elle est gratuite. Ouais, elle est Allez, offerte par la maison celle-là. Dédicace. TJ, je vous laisse faire l'analyse. Bref, en tout cas, en fait, on se demande pourquoi Dibost n'est pas là depuis le début, puisque, tout simplement... Il était enterré au Galatasaray. Ouais, et puis en fait, j'ai l'impression qu'on redécouvre que Nando est bon à côté d'un deuxième combo, en fait. En fait, Nando, je veux dire, Nando, son prime, il est au CSK, il a quand même Milos Teodosic à côté de lui, quoi. Un mec qui est capable de créer, de scorer, etc. En fin de match, du coup, ils deviennent très compliqués à jouer parce que entre tous les shooters de fin de match qu'ils ont, Amin Noah, qui est le Robert Horry du championnat, Big Shot Min, Dibost qui change la brouette, c'est une remarque. Il a pas de distance, il peut créer et on peut pas le laisser tout seul. Connaissez-vous Damien Lillard? Matthews qui devrait avoir plus de temps de jeu selon nous, ça fait longtemps qu'on le dit. Matthews, plus de temps s'il vous plaît, parce que le Pépère là encore dernier match, je crois au moment où ça sort contre les Metropolitans, s'il les assassine. Taïos qui fait des bons chantiers en sortie de banc. Qui s'est remis en jambes en fait. Oui, c'est ça. Qui voilà, tout à fait, qui est en forme et qui produit. Il était hors rythme total en arrivant. Il n'avait pas joué depuis un moment, je crois. Donc à l'époque, on parlait de mauvaise signature, c'est plus le cas aujourd'hui. C'est clairement l'intérieur expérimenté en sortie de banc dont tu as besoin. Qui remplace clairement dans le profil le James Guise de l'année dernière. Oui. Expérience. Un peu moins de shoot, un peu moins efficace au shoot. Ouais, mais plus domestique du coup. Ouais, puis Dibost lui envoie des alley-oops, donc il a une production statistique. Ouais, j'ai découvert qu'il sautait. Ouais, moi aussi, je me suis dit, putain, mais il décolle. On dirait qu'il est collé au sol, tu sais. En fait, il décolle et tout. Bref. Donc encore une fois, au final, mauvaise langue, très bonne signature avec Styles. C'est le running gag. De toute façon, cette année, dès qu'on dit un truc, il se passe l'inverse. Ouais, tout à fait. Le curse. La malédiction. Il va falloir songer une reconversion. Voilà, Lasvel va mieux grâce à ses recrutements. Ouais, je suis d'accord. Il y a un effectif plus complet. Assez cut aussi, parce que adieu Jackson Cartwright, merci. Adieu Anthony Polite. Merci. Anthony Polite, on l'a pas vu assez jouer. En même temps, tu veux le mettre où dans cet effectif-là? C'est vrai. Voilà. Non, moi, c'est Jackson Cartwright qui fait tellement de bien du fait qu'il soit plus là, en fait, Il a jamais autant bien joué. Je sais même plus où il est parti d'ailleurs. On s'en fiche. Bref, il est plus à Lasvel. Et c'est tant mieux pour Lasvel. Oui, c'est possible. Voilà, donc Lasvel en fait, il y a plus de menaces autour de Nando. À checker quand même. Petite alerte sur Yves Ponce. Ça fait quand même longtemps qu'on l'a pas revu jouer régulièrement. On l'a pas vu sur les terrains depuis un bon mois là. Fall qui s'est bien adapté à jouer avec Nando. Forcément, quand t'enlèves les mitaines, c'est plus pratique pour attraper le ballon. Non, mais justement, il a travaillé là-dessus, et je veux dire même en termes de déplacement. Non, mais en tant qu'intérieur, de jouer autour et avec Nando. Donc c'est très fort. Je trouve que du coup, rien qu'en rajoutant Dibost, leur spacing est tellement mieux en fait. En fait, c'est plus une tare d'avoir KUD sur le terrain. C'est quand même fou. C'est un avantage. Maintenant, c'est un avantage, alors qu'avant, il peut mettre des 3 points, mais c'est quand même beaucoup de la bricasse. Ouais. Donc voilà. Doucement sur les talents de shooter. Maintenant, on est plus sur un peu de défense et des embrouilles avec les arbitres. C'est très bien, oui. C'est très bien. Passe à autre chose, Charles. Il n'y avait pas faute. C'est un bad call. C'est un mauvais call. Bref, voilà pour Lasvel. Démarrage tardif, j'ai envie de dire. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils sont l'intrus de ce groupe, c'est qu'aux 2 tiers de la saison, ils sont pas censés être là quand t'es triple champion de France. Tu sais qu'ils sont capables d'aller chercher un quadruplé en plus. Mais je le dis depuis le début de saison. Ouais. Mais c'était un faux départ ce qu'ils ont fait. Oui. Et c'est comme dans Mario Kart quand tu broutes. Quand tu broutes au démarrage, oui, c'est un peu ça. Et on a beaucoup parlé de Lasvel en mal, et à juste titre aussi. Ah, mais il faut le dire quand c'est mal, mais il faut le dire aussi quand il y a du mieux. Là, c'est en train d'être mieux, mais ils sont quand même toujours dans cette course au play-off. Alors que c'est les triples champions en titre. On va passer au top 6, du coup, les grosses têtes. Et oui. Le dernier groupe.
ceux qui jouent les grosses joutes de playoffs, les grosses joutes de fin de saison. Les ogres. Pas tant que ça en plus. C'est quand même 6 équipes que t'es jamais content de prendre. Hein. Ah bon. Bah non, mais donc voilà. Donc heureusement qu'ils sont en haut alors. Des ogres. Mais bon, bref. T'es jamais très content de dans l'ordre du bas vers le haut, la JL Bourg 6e, 12 victoires, 9 défaites. Le MSB Le Mans 5e, 12 victoires, 8 défaites. La JDA Dijon 4e, 13 victoires, 8 défaites. Cholet Basket 3e, 14 victoires, 7 défaites. Les Metropolitans 92 2e, 15 victoires, 6 défaites. Et enfin, l'AS Monaco, premier du championnat avec 17 victoires, 4 défaites. JL Bourg. Fred Fautou MVP. Fred Fautou coach de l'année, plus trop. En même temps, quand tu coaches Kevin Durant, c'est facile. Là, le running gag sur CJ Palmer, c'est CJ, c'est ça? James Palmer, n'importe quoi. Bourg, on a fait une émission complète, en plus un focus dessus il n'y a pas très longtemps, c'était pour l'Eurocup, mais globalement. Tu vois, à la différence de Paris. Ah bah eux, ils sont sur les deux tableaux ils sont bien et je vois pas de différence en fait dans leur jeu et dans leur efficacité. Je suis d'accord. Il y a des joueurs que tu vas plus chercher en Eurocup que d'autres, en championnat. James Palmer et Jordan Floyd. Ouais, KD et Kyrie. Et et voilà. Et notamment donc. Et en Betclic, tu vas plus. J'ai l'impression qu'en Betclic, c'est quand même beaucoup plus collectif. On a plus d'Axel Julien, on a plus d'Alexandre Chasson. Robinho, Benitez, je voulais dire. Oui, Benitez, oui. Je ne pas relever en plus. Parce qu'ils jouent en rouge et qu'ils sont jeunes, c'est tout. Et qu'ils sont blancs. Du coup, voilà. La JL Bourg, oui, comme tu le disais, on en a parlé en long et en large. Ce qu'on disait. On sait que tu aimes beaucoup Hugo Benitez. Ce qu'on disait à ce moment-là, sur cette vidéo, sur cet Euroclub, sur la JL Bourg, c'était surtout que forcément Fred Fautou était peut-être la meilleure recrue du championnat. Double majeur. Tout confondu cette saison. Double majeur. Au CSP. Double feu cabot blanc, légendaire. Avec les fans du CSP qui gueulent. Moi j'aurais bien aimé voir le contre-champ de la photo. Oui, c'est ça. Il devait y avoir des sympathies aussi dans les gradins. Il devait y avoir des jolies choses. Ouais. Donc Bourg, voilà. Fautou est arrivé, il a réussi à mettre un effectif en place. Ils sont allés chercher des joueurs, des bons petits trucs. Enfin, c'est plus que des bons petits joueurs, on va pas refaire l'Euroclub. Mais oui, rétrospective, oui, c'est ça. Voilà. Donc on le disait, Palmer. Ton ami le petit lutin là, Floyd. À ne pas confondre avec Jordan Lloyd et Jordan Floyd, tout à fait. Il y en a un qui a continué la compétition après le premier match de Leaders Cup, tu vois. Et il y a un F dans son nom. C'est ça. En tout cas, il a réussi à mettre un effectif en place. Il a reformaté l'effectif dans les rôles de chacun, etc. Oui, moins d'Axel Julien, moins d'Alexandre Chassan. Mais plus efficace. Plus d'efficace, forcément. Voilà. Ou même rendement, mais avec moins de temps de jeu. Moi, c'est surtout ça que j'ai vu. C'est Pierre Pelot qui est dans le top 5 ou le top 10 des meilleurs shooters à 3 points d'Eurocup. Oui, et des joueurs les plus appréciés par les fans de la JL Bourg. On se demande pourquoi. Maxime Corbier. Voilà, donc vraiment Bourg qui est un collectif exceptionnel, qui est jamais bon à prendre évidemment, et qui se positionne très bien. Ça aurait pu être l'intrus, c'était ton intrus il me semble. Alors ça, oui, parce que je m'attendais pas... Ça aurait pu être mon intrus, ouais. Ah, c'est pas ton intrus ? Je sais pas trop en fait parce qu'on va venir dessus, mais je sais pas encore qui de ces deux équipes pour moi, c'est mon intrus. Bourg ? Ouais. Ok. C'est ce que je te disais, c'est-à-dire qu'en fait, on en parlera après parce que du coup, on doit comparer nos intrus. Oui. Ok, donc on parlera de ton intrus plus tard. On va remonter le classement encore un petit peu. Le Mans. 5e, 12 victoires, 8 défaites. On parle jamais du Mans, mais c'est toujours une équipe qui joue, qui fait des résultats, qui a une des meilleures défenses du championnat, qui a du talent suffisant en attaque pour Terry Tarpey de retour. Voilà, Terry Tarpey de retour. Williams Narras qui fait des chantiers tous les soirs. Un super effectif, des jolies signatures aussi pendant l'été. Abdoulaye, des jeunes aussi. Abdoulaye Ndoye, tout à fait. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire sur le Mans, c'est un peu les équipes style Gravelines et Rouen linéaire sur leur saison. Ouais, mais eux ils sont linéaires tout le temps dans le top 6. Oui. C'est quand même mais en fait ils sont linéaires, mais tu vois le plafond, pareil. Ouais. Attention. C'est vrai qu'on les attend en play-off parce qu'au final ils sont toujours dans un top 6-8
et en play-off, ça arrive jamais vraiment. C'est ça, des tirages compliqués des fois. En 2018, avec Mister Big Shot, oui, évidemment, avec Antonetto. Monsieur Antonetto, dédicace. Pas seulement, mais entre autres. Voilà. Beaucoup. Voilà, mais c'est vrai que depuis 2018, plus de mal à aller loin en play-off, alors que les régulières sont toujours gérées. Oui, quel que soit l'effectif, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle de plafond, en fait. C'est qu'ils sont dans leur standard. Ce qu'on attend d'eux, pas en dessous, pas au-dessus, parce qu'ils peuvent pas forcément aller au-dessus. Ouais, je veux voir. Ils seront surtout à suivre en play-off. Ouais, je veux voir ce que ça donne, s'ils arrivent à passer en fait au-dessus de ce plafond en play-off. C'est ça. La JDA Dijon, qui est ton équipe chouchou de cette année. Le bonbon. 4e, 13 victoires, 8 défaites. Oui. Bah, régal. C'est l'équipe, c'est une des équipes qui nous David Holston, la légende. Millésime incroyable. Qui a un bon vin. Joe Roussel, l'arrivée, qui est exceptionnel aussi, en rotation, qui est plus ou moins en rotation de David Holston. C'est pareil, on parlait de Nando qui est meilleur avec un combo à côté. David Holston avec un combo à côté. C'est vrai que Joe Roussel, ça change la vie quand même. Grégor Rovat. Ouais, Grégor Rovat qui est une super addition. Alors, par contre, il y en a un qui arrive en cours de route, Marcus McDuffie, on en parle du bœuf bourguignon là ou pas? Sérieusement? Quel joueur! Est-ce qu'on n'a pas un MVP en fait? Bah si, on est clairement sur un candidat. Dites-le nous en commentaire! Dites-le nous en commentaire, tout à fait. Mais on est clairement sur un mec qui a le niveau MVP. Ouais. Un genre de bad shot maker là, il est complètement fou. Ah mais tout en plus, toute la panoplie. La palette offensive du gars. Puis pas croqueur, pas... qui laisse le jeu venir à lui, etc. Ouais, mais tu sais ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'ils ont le même profil sur le banc maintenant, c'est Chase Simon. Ouais. C'est pas mal, hein? C'est Markovic le coach. Oui. Merci Markovic pour les travaux, hein, évidemment. Ouais, exceptionnel. Donc ouais, et des jeunes qui se développent aussi, donc la JDA c'est vraiment cool à du regarder. Côté. Ouais, Robin. Qui n'est plus sur le côté. Robin ou Romain, je Robin du côté. Robin, voilà. Robin du côté. Qui avait claqué un Thomas en tournoi à Poissy. Au tournoi à Poissy, une claquette, une claquette venue nulle part. Presse-moi d'orange, s'il te plaît. Le jus est un peu beaucoup sucré là. Un peu trop Robin, juté, un peu trop juteux. On se calme. Finissons avec le top 3 et donc ton équipe intrus. Cholet Basket. 13 victoires, 14 victoires, 7 défaites, 3e. La racaille choltaise. Il va encore se faire des amis du côté des non, n'attrapez pas ma veste. Je voyais effectivement Cholet faire une belle saison encore, dans la continuité de ce qu'on avait vu en fin de saison dernière, plus le beau parcours en play-off, mais je les voyais pas être si bien en fait. Bah tu vois, c'est pour ça. C'est surprenant. Et c'est intéressant qu'on s'arrête là du coup. Avant, en fait, c'est intéressant qu'on parle des intrus là, et après on va parler du top 2 qui sont les mastodontes. Justement, en fait, moi, mon intrus, c'est la JL Bourg, parce que Cholet était... Alors, l'année dernière, ils font un début de saison cata, un peu à l'image de Strasbourg cette année. Ils remontent petit à petit pour gratter une 8e place et donc jouer en play-off. Et ils ont joué les yeux dans les yeux avec l'Asvel pendant 3 matchs. C'était super comme série, c'était génial. À 2 doigts de les sortir. Hein. Donc, si tu veux, on était resté sur une bonne note. Ils font un recrutement digne d'Eurocup. Hein. On sait ce qui s'est passé plus ou moins. Ils devaient jouer l'Eurocup, ça s'est pas fait, etc. Ils jouent quand même une Coupe d'Europe, si on peut appeler ça une Coupe d'Europe. Digne d'Eurocup, ou alors oui, mais quand même. Oui, non, mais alors bien sûr. Goudousina, Nil Sako, tu ramènes Tilly. Maintenant, oui. Après, effectivement, sur le papier, c'en était un. Moi, je voulais voir comment Enzo et Nil Sako, Enzo Goudousina et Nil Sako allaient vraiment s'intégrer et embrasse d'ailleurs. Comment ils allaient évoluer en prenant ces rôles-là à Cholet, exactement. Bah parfaitement. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, en fait, on était sur une équipe qui était avec une courbe vers le haut, en fait, qui a fait un bête de recrutement, qui avait beaucoup d'espoir, qui a fait un bête de recrutement. Donc moi, je m'attendais à ce qu'il soit au moins pareil top 8. Après, effectivement, ils sont top 3. Je vois ce que tu veux dire. Intrus, c'est peut-être un peu fort. Mais pour moi, c'est parce que... Top 3 Oui, top 3, c'est beaucoup. Sérieusement Oui, mais Bourg, gros, toute la saison dernière, on a fait des vidéos en disant Bourg c'est nul, Bourg c'est chiant, Bourg ça pue la merde. Et maintenant, ils sont top 6. Ils sont kiffants à voir jouer, ils ont des résultats. Alors que l'année dernière, c'était le néant. Donc pour moi, c'est plus là que c'est des intrus en fait. Oui. Dites-nous en commentaire qui est votre intrus de ce groupe, ça peut être hyper intéressant. Cholet pour Thibaut, JL Bourg pour moi. Finissons avec... Petit intrus, demi-intrus. Les 2 meilleures équipes du championnat au moment où nous parlons.
L'AS Monaco. Dire au monde, j'allais dire quoi? Non, peut-être pas. On va se calmer quand même. Bah, je sais pas. Selon la Leaders Cup, les Américains nous envient. Ça, c'est fait. Cette émission est d'une gratuité. Ouais, on est très gratuit aujourd'hui. Ouais. Mais c'est qu'on est content de vous retrouver. Voilà, c'est là, on est un peu. La roue libre revient, c'est cool. Ça. Deuxième, Metropolitans 92 avec 15 victoires, 6 défaites. Premier, AS Monaco Basket avec 17 victoires, 4 défaites. Donnez un contrat à vie à Mike James, s'il vous plaît. Dites à Thibaut de changer de disque, s'il vous plaît. Plus sérieusement, on va reparler encore et toujours de Victor Wembanyama. Ça vous saoule peut-être, mais on essaye de pas en faire des caisses. Ça va, parce qu'on sait que c'est saoulant. En tout cas, c'est pas ici qu'ils en entendent le plus parler. Typiquement, merci les commentateurs de l'équipe TV. Voilà. Ouais, bah écoute, on fait avec ce qu'on a, hein, j'ai envie de te dire. Non, mais des fois, c'est quand même très abusé. C'est irritant. En fait. Il a lassé ses chaussures. Ouais, c'est ça. Calmons-nous, s'il vous plaît. C'est un joueur exceptionnel, mais calmons-nous. À côté, t'as la caricature de Nando qui fait une passe dans le dos aveugle. Oh, belle passe. Waouh, bravo. Bref. Nando, voilà. Quel joueur. C'est pas du hate envers Victor, pas du tout, c'est juste le traitement médiatique qui est pas disproportionné, parce que c'est un joueur au talent disproportionné. Mal foutu, il est mal foutu ce traitement. Mais il est trop pas ouf. À deux vitesses, en fait. J'ai l'impression que... On est passé de 0 à 100 en 2 secondes 3. Super. ça dénote aussi les grands joueurs et les grandes personnalités, c'est que soit personne n'est indifférent, soit on les aime, soit on les déteste. Oui. Et souvent, c'est disproportionné. Sa hate est disproportionnée, parce que le mec n'a rien fait. Enfin, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, j'en vois de moins en moins des haters. Il y en a de moins en moins. Parce qu'ils ferment des gueules, en fait, c'est tout. Oui, ils ferment des gueules, mais les haters, désolé pour l'expression, mais c'est souvent des vieux cons. Est-ce que tu penses à un LS? Non, j'adore trop Laurent Sierra pour dire que c'est un vieux con. Oui, je suis jamais de la vie. Mais alors, ça peut être ces propos-là, mais lui, je vois ce qu'il veut dire. Mais il y en a des fois, c'est gratuit vraiment, quoi. Oui. Et d'un autre côté, d'autres. Alors, les médias généralistes, c'est normal, mais c'est un phénomène. Mais laissons-le grand. Enfin, après lui, ça a pas l'air de lui poser de problème. Non, moi, c'est pas. En fait, c'est pas ça mon souci. C'est pas qu'on en parle trop ou pas assez, ou en bien ou en mal. C'est qu'on en parle en bien, de plus en plus, et de plus en plus à l'unanimité, on en parle en bien. Mais pas de la bonne manière, c'est vraiment c'est du léchage de couilles, quoi. Enfin, je vais dire les termes. C'est un petit peu de ça. Enfin, le mec va. En fait, quand on voit le traitement, chez lui... en fait, quand on voit le traitement qu'a eu Nando toute sa carrière. Non, si, je suis désolé. Oui, alors j'adore Victor et il y est pour rien. Mais en fait, quand on voit le traitement qu'a eu Nando toute sa carrière, et là, un jeune qui joue pro depuis 3 ans. Qu'à ce traitement-là, ça me gonfle un peu. Moi, je pense qu'on se concentre. Oui, alors c'est effectivement, t'as raison, mais c'est pas du tout. Non, mais du coup, c'est les médias qui. En fait, c'est à ce niveau-là que je dis à deux vitesses. C'est-à-dire que Victor, c'est un joueur, on l'a jamais. Enfin, c'est un phénomène qu'on n'a jamais vu auparavant, et c'est normal qu'on soit excité. Mais soyons excités pour les bonnes choses. En fait. Quand j'écoute des mecs, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Il va battre LeBron James, il va avoir une meilleure. Calmons, arrêtons. Il y a des mecs qui commencent déjà à faire des calculs pour que Victor puisse battre le record de points all-time en NBA. Arrêtons. Déjà qu'il arrive en NBA. Quand le commentateur de l'équipe il te dit ouais c'est incroyable, il peut jouer tous les postes. Non, enfin je suis désolé. Si tu suis un minimum le basket et que tu t'intéresses un minimum à lui et au basket, tu sais qu'il va jouer 4 ou 5 ou 4. Tu le prends dans le sens que tu veux. Mais non, il peut pas jouer tous les postes. Ou alors c'est que tu connais pas le basket si tu dis ça. Bah, c'est-à-dire que savoir dribbler ne veut pas dire savoir mener le jeu. Oui. Mais tu sais que ça c'est un problème qui est global en France. Hein, j'ai l'impression même à petit niveau. Hein, mais ça c'est encore un autre débat. Pour finir et pour revenir au terrain, ouais. Victor porte l'équipe clairement. L'équipe est bien construite et bien coachée autour de lui. Après, on voit aussi quand même que lorsqu'il tombe contre des grosses défenses comme l'Asvel par exemple. Ou autre, même qui en est une maintenant, parce que pendant un moment c'était des trous. Hein. Non mais c'est pas forcément. Alors, je vais me rectifier. Quand il tombe sur des équipes qui ont un plan. Oui, des match-up qui peuvent être défavorables. Et un plan pour le contrer. On voit des limites au niveau des Mets, c'est-à-dire que Victor va mettre 30 pions. Et en fait, comme les autres ne vont pas peser sur le match, et l'équipe adverse va battre les Mets parce que ils ont fait un peu la technique défense en mode comme les équipes défendent sur Doncic, c'est-à-dire qui mettent 80 points. Si on en met 90 et que les autres marquent pas, on gagne. Je caricature à mort, mais vous m'avez compris. Mais il y a un truc qui moi, je trouve intéressant parce que et du coup, ça sera d'autres parce que là, ils ont quasiment verrouillé. Enfin, mathématiquement non, mais vu la dynamique
à moins qu'il y ait des gros pépins de blessure, on l'espère pas, mais vu la dynamique, ils vont être bien, au moins bien top 5, voire bien top 3 les Mets. Ils vont donc jouer en play-off à un tirage plus ou moins favorable, on verra. Mais en tout cas, moi j'ai hâte de voir les play-offs en fait. Parce que la manière dont les équipes vont défendre sur Wemby, enfin sur les Mets pendant des séries entières, va en dire long sur le vrai problème des Mets qui pour moi, dès le début là, est une Wembanyama dépendance totale quoi. Bah surtout là depuis un moment parce que Tremont Waters étant blessé et il veut de plus en plus se montrer et on le comprend aussi. Hugo Besson étant blessé, Armel Traoré étant blessé, Ibou Faye étant blessé, jusqu'à maintenant effectivement t'as de la Wemby dépendance et moi tu parlais de la façon dont les équipes défendent en laissant Wembanyama scorer et en limitant les autres. Moi je serais une équipe, c'est totalement subjectif. Tu peux aussi essayer de limiter totalement Wembanyama. Et de laisser les autres scorer parce qu'il n'y a pas grand monde autour. Tu vois. Le problème, c'est que même si tu essayes de. Je pense c'est. Enfin, j'ai pas la science infuse, mais je pense que. C'est un peu ce qu'a fait l'Asvel. Si tu. Ah non, l'Asvel. En championnat, oui. En championnat. Ah oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est que tu peux pas trop faire ça parce que si tu défends pas, entre guillemets, trop les autres. Ils sont, mine de rien, assez bons collectivement pour mettre des points. Non, mais je veux dire, même collectivement, c'est coaché par Vincent Collet, donc il va appuyer sur les bons boutons, il va trouver les failles. Et Wemby, même si tu le défends à fond, en boîte, je sais pas, tout ce que tu veux, il va quand même te mettre, même s'il est hyper bien défendu, il va quand même te mettre 20 points. Ce qu'il a fait contre l'Asvel, d'ailleurs, ou en championnat. On les a pas vus, ces 20 points. Oui, on les a pas vus, mais au final, on s'en fout. Il met la claquette de la gagne. Même si tout le match, Yves Ponce lui fait. C'est peut-être le mec qui a le mieux défendu. Il a fait transpirer sur Wembanyama depuis le début là, sur un match complet. C'est Yves Ponce clairement, qui doit être défenseur. Alors le problème, c'est qu'il est en train de. Je fais un parallèle avec Yves Ponce. Yves Ponce, là, il joue de moins en moins parce qu'il a eu des pépins, etc. C'est dommage parce que le trophée de défenseur de l'année va peut-être lui filer sous le nez. Mais sur le terrain, je suis désolé, il n'y a pas débat. C'est le meilleur défenseur de l'année, c'est Yves Ponce. Bref. Oui. Merci pour cette... Je pense qu'on a fait le tour des Mets. Ouais. C'est ton quart d'heure. Allez, tu parles tout seul, je t'écoute. Monaco, allez, Monaco, je pense qu'on en parle assez souvent de toute manière. J'en parle assez souvent de toute manière. Après en championnat, bon, ils sont premiers. Ils ont 4 défaites. Ils ont 4 défaites, ils sont premiers sans forcer, mais il y a un petit hic pour moi avec Monaco qui est pas inquiétant et qui va à mon avis se gommer en play-off. Ils se mettent à niveau de leurs adversaires, que ce soit des cadors du championnat ou fausses. Et du coup ils jouent que des matchs serrés. Ils se rendent pas la vie facile. C'est ça, ils arrivent toujours à s'en sortir parce que Mike James, parce que trop de talent, parce que trop d'options, c'est un sport collectif. Certes, mais quand tu as du talent comme Monaco et que tu joues dans le championnat de France, à un moment donné, tu peux jouer en trottinant, en claquette et après dire ah bah tiens, je vais mettre des chaussures, on va jouer. C'est ça, c'est un peu ça. C'est vrai que c'est très bien imagé. Des fois, c'est. Et si je tuais le match, non? Et si on arrêtait maintenant? Voilà, c'est ça. Et des fois, ça passe pas, d'où les 4 défaites. Et des fois, voilà, c'est ça, parce que je pense que s'ils jouaient sérieusement chaque match, au niveau où ils devraient jouer, parce qu'en fait, on n'a jamais vraiment vu le vrai niveau maximum de Monaco. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils s'adaptent. Mais c'est en play-off où vraiment ils sont à leur niveau maximum. Je les ai rarement vus mettre une vraie tollée. Leur niveau maximum, si, contre les Mets. C'était le choc du championnat. On a vu un match NBA en fait. On a vu un match NBA, on a vu un match de traite de niveau Euroleague, clairement. Même s'il n'y avait pas que des joueurs niveau Euroleague, le match était d'un niveau Euroleague en termes de technique, etc. Ou contre Olympiakos. Ouais, mais là c'est de l'Euroleague du coup. C'est ça. Mais voilà. En championnat, c'est plus compliqué. C'est ça. Voilà. Écoutez, au ralenti. Monaco, mais dans les temps de passage et premier de très loin. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à nous dire, on veut toutes vos réactions en commentaire, on veut tout savoir, dites-nous tout. Qu'est-ce qu'on a oublié ? N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à nous solliciter sur les réseaux aussi. Donc je l'ai déjà dit, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch. Oui, bravo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous ne manquerez plus rien et puis nous, ça nous soutient. Je pense que j'ai fait le tour. Petit like, ça fait toujours plaisir. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission. On remercie aussi Bastien derrière la cam. Ouais, merci Bastom. Merci Baston.
Et nous, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode d'une émission sur l'entre-deux. Salut. Salut.